Un grand merci à Frédéric Petit qui est avec nous ce soir pour nous donner ses éclairages sur la situation en Ukraine. Frédéric, tu es à Varsovie actuellement, dans un lieu public, donc il y aura un petit peu de bruit autour de toi. Je vais commencer par te présenter. Euh, Évidemment, je t'ai remercié, mais c'est vrai que en ce moment, c'est un peu compliqué pour toi de te rendre disponible. Donc voilà, on est très heureux de t'accueillir. Frédéric, tu as commencé ta carrière professionnelle en t'engageant dans un projet social au sein d'un quartier populaire à Metz, avant d'achever ton diplôme d'ingénieur environnement. Tu as eu une carrière de cadre dans l'énergie et dans l'industrie à l'étranger, Lituanie, Égypte, Europe centrale, Balkans et en Pologne où tu habites depuis 2003. Tu effectues une mission d'ingénierie en Ukraine dans les vieilles mines du Donbass, ce qui explique que tu connaisses bien cette région. Tu es également médiateur, adhérent à la Chambre nationale des praticiens de la médiation, député des Français établis en Allemagne, en Europe centrale et dans les Balkans. Tu portes les couleurs du MoDem au sein de la majorité présidentielle avec moi. Tu es membre de la Commission des Affaires étrangères, rapporteur budgétaire de notre diplomatie culturelle et d'influence. Tu es également membre du bureau de l'Assemblée parlementaire franco-allemande et tu as été nommé en mai dernier secrétaire général adjoint du Parti démocrate européen. Donc, on comprend que ton agenda soit surbooké comme d'habitude. Merci à toi de nous consacrer quelques instants pour nous expliquer à la fois l'évolution de la situation en Ukraine, peut-être nous donner quelques éléments de compréhension et puis également répondre aux questions. Je te laisse la parole, Frédéric. Merci Nadia et ravi d'être avec vous à Vierzon. Voilà, j'ai aussi, tu l'as pas dit, mais j'ai une carrière de rugbyman. Donc Vierzon, pendant un moment, il y a très longtemps, était dans la même division que moi, qui s'appelait, je crois, la division 2 à l'époque du professionnalisme. Donc je connais le terrain de rugby de Vierzon. Je suis donc maintenant j'habite à Cracovie. Je suis à Varsovie ce soir, mais j'habite à Cracovie depuis plus de 20 ans maintenant. Et effectivement, je connais bien cette région et j'ai des clés peut-être de compréhension de ce qui se passe, qui ne sont pas extraordinaires, mais qui sont pour moi mon quotidien, mais qui, je pense, est important de partager avec nos concitoyens français pour éclairer les choix qui vont être les choix d'avenir. Je vais vous donner quelques pistes qui vont peut-être paraître un peu décalées au départ, mais c'est les choses que je tiens à dire parce que je ne veux pas oublier de les dire. Et puis après, vous pourrez poser les questions sur la situation plus classique. La guerre qui a été déclarée par Poutine est une guerre culturelle. Voilà, je le dis, on parle souvent de diplomatie culturelle, moi je parle de guerre culturelle, c'est une guerre de modèle. C'est ce que j'ai dit le premier matin en hémicycle. Il y a dans l'histoire de la Russie, de ce grand espace qui a été parfois un empire, quelque chose qui est de l'ordre du rapport à la diversité, à la nation, au fait que est-ce qu'on peut travailler ensemble quand on ne parle pas les mêmes langues. Et le modèle inverse, c'est exactement le modèle inverse du modèle de développement de la communauté européenne, où on a décidé que même entre ennemis héréditaires, je répète, même entre ennemis héréditaires, on peut construire ensemble. Je rappelle souvent, parce qu'on l'a oublié, que quand on crée l'Union européenne, le conflit n'est pas clos entre l'Allemagne et la France. La Sarre est française. La Sarre est française. Il y a des bagarres dans la rue en Sarre entre ceux qui veulent rester allemands et ceux qui disent qu'il vaut mieux être français parce qu'on sera plus riche. Les Speck françaises. Voilà. Le Bade-Württemberg n'est pas encore l'Allemagne. Le Bade-Württemberg est une espèce d'espace où des Français viennent s'installer en créant des conflits à l'intérieur des villes entre les Français et les Allemands. Et c'est à ce moment-là, qui dure jusque dans les années 65, qu'on crée la communauté européenne. On le crée pour sortir du conflit. On le crée pas parce que tout va bien et qu'on s'entend bien, on boit un coup et on crée l'Union européenne. C'est exactement le contraire. Et c'est pour ça que ce que dit Poutine quelques jours avant la déclaration le conflit, et puisqu'il a écrit il y a quelques mois dans un texte qu'il faudrait lire, essayer de trouver le discours de Poutine, il est sur le site du Grand Continent. Je crois que c'est important que tous les citoyens français lisent ce texte parce que c'est une déconstruction nationaliste de sa propre histoire. Et voilà, donc c'est une guerre culturelle. Il veut que on décide que tels cailloux sont russes. Donc si ces cailloux sont russes,
il n'y a que les Russes qui peuvent habiter dessus, et puisque c'est des Russes, c'est moi le chef. Alors que nous, on est en train de dire, on fait exprès de garder 24 langues, on travaille ensemble, mais on veut 24 langues, dont des langues bizarres que personne ne parle jamais, quoi. Voilà. Donc c'est vraiment ça, et c'est le premier éclairage sur lequel je voulais insister avant de poser des questions. Le deuxième éclairage, c'est qu'il faut aussi, c'est quelque chose qu'on connaît moins bien en France, et c'est dommage, l'espace qui existe entre la mer Baltique et la mer Noire est un espace qui a une forte existence culturelle dans ces régions. Quand vous dites de la mer Baltique à la mer Noire à quelqu'un qui habite Odessa, à un juif de Minsk, à un lituanien, à un hongrois d'Ukraine, quand vous lui dites de la mer Baltique à la mer Noire, c'est comme quand vous dites à un Français la ligne bleue des Vosges. C'est une valeur historique. Ces territoires ont vécu 2 siècles, jusqu'au partage de la Pologne, plus de 2 siècles, en étant gérés par ce qu'on appelait à cette époque la République des 2 nations. Hein, vous imaginez le symbole, c'est-à-dire c'était les Lituaniens et les Polonais qui avaient décidé de gérer ensemble, en reconnaissant qu'ils étaient 2 nations, et ça on parle de 1500, du XVIe siècle au XVIIIe siècle. Et c'est resté dans l'inconscient collectif des gens, dans l'histoire. Il y a un nom, on appelle ça les kresy, les marges. En polonais, c'est un terme intraduisible. Et par exemple, vous avez des tas de familles où les cousins au premier degré sont de citoyenneté différente. Il y en a qui sont bélarusses et les autres sont lituaniens. Ça arrive tout le temps, ou ukrainien et bélarusse, ou ukrainien et polonais. Et parce que c'était un moment, un grand espace. Et c'est pour ça que le discours de Poutine de dire c'est une vieille terre russe, donc parce qu'on parle russe, c'est une absurdité. C'est une absurdité. Et qui fait évidemment très peur aux Estoniens russophones. Parce qu'il y a des Estoniens qui sont aussi européens que vous et moi, mais qui sont russophones. C'est comme ça, c'est leur culture, ils parlent russe. Voilà. Et ils sont, eux, en Europe, voilà, tout va très bien, mais ils sont dans ces tensions-là. Donc la deuxième notion qu'il ne faut pas oublier, c'est ça. Et puis la troisième notion, c'est qu'on a quand même une guerre d'une brutalité terrible. Parce que Poutine ne veut pas utiliser l'arme nucléaire pour l'instant, disons-le comme ça, et donc c'est une invasion absolument terrible. On a la preuve de bombardements sur la population civile, sur des écoles. Voilà, alors la situation aujourd'hui est encore assez calme à l'ouest, j'y reviendrai peut-être dans les questions parce que j'ai des idées là-dessus, et le discours de maintien de la paix est un discours absolument mensonger. La question que me posent beaucoup de personnes, c'est est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait de ne pas y aller, de ne pas donner d'armes à l'Ukraine? Je voulais avoir un peu de ton avis là-dessus, avec l'idée que si jamais on donne des armes à l'Ukraine, finalement on devient Co-belligérant. partenaire du conflit, co-belligérant, et est-ce que ça n'excite pas davantage les Poutine? Et est-ce que ça ne risque pas d'aggraver encore la situation? Voilà. D'abord, on n'y est pas. Il ne faut pas dire qu'on y est allé. On n'y est pas allé encore. Hein, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, dans le cadre d'accords, on a donné du matériel défensif. Alors je vous rappelle quand même que le matériel défensif en termes militaires, c'est du matériel qui peut être très létal. Hein. Le matériel défensif, c'est du matériel antiaérien, etc. On ne peut pas envahir un pays avec du matériel défensif, mais on peut tuer du monde qui nous attaque. Donc, matériel défensif, ça ne veut pas dire uniquement des gilets pare-balles et des casques. Mais nous avons donné du matériel, mais nous ne sommes pas allés pour l'instant. Personne n'y est allé, les Ukrainiens sont seuls. Je vais faire une différence peut-être un peu complexe, mais qui est importante. Je crois qu'il y a une différence entre l'Est et l'Ouest de l'Ukraine. Et je crois qu'on devrait, moi, marquer une présence physique, peut-être pas militaire, mais sécurité civile ou humanitaire, mais qu'on ait une présence physique française ou européenne dans l'Ouest de l'Ukraine, à Lviv ou dans ces régions-là, dans la minorité, dans la région de langue hongroise, puisqu'il y a des Ukrainiens qui parlent le hongrois, des Ukrainiens qui parlent le roumain, et qu'on devrait y être présent physiquement pour 3 raisons. D'abord parce que je crois que ces régions sont moins revendiquées
dans le délire actuel de Poutine. Enfin, quand il fait des références historiques à la création de la Malaya Russe, la petite Russie, il parle toujours de la rive gauche du Dniepr, de l'est du Dniepr. La deuxième raison, c'est que quand on regarde les opérations militaires aujourd'hui, elles se concentrent effectivement à l'est, et beaucoup plus cruelles, beaucoup plus sur le terrain, beaucoup plus des opérations beaucoup plus délétères à l'ouest. À l'est, il y a eu des frappes stratégiques, mais il n'y a pas de chars à l'ouest. Et troisième raison, qui est beaucoup plus importante, c'est que je pense qu'il ne faut pas qu'on le laisse arriver à nos frontières. Pourquoi? Parce que quand j'ai parlé tout à l'heure de guerre culturelle, c'est quelque chose, si on a un État qui veut nous déclarer la guerre culturelle à nos frontières de la manière dont il l'a fait dans le Donbass en étant de l'autre côté du Don, ça va prendre quelques années, ça ne sera pas immédiat. Hein. Mais tout d'un coup, eh ben, par exemple, à l'intérieur de la population russophone estonienne, eh bien, on va s'apercevoir au bout de 2-3 ans qu'on a un petit parti communiste ou un petit parti régionaliste traditionnel d'extrême droite, etc., ou d'extrême gauche, et puis qui va petit à petit prendre des thèses de dire mais nous on est russophone et Tallinn nous fait du mal, ou nous on parle hongrois mais Budapest, on parle ukrainien, on vit en Hongrie, mais Budapest voilà, et ils vont être d'abord un petit peu on va considérer, ils vont faire semblant d'être un petit peu opprimés, voilà, et puis donc le grand voisin russe va dire oh, mais c'est dégueulasse, vous les opprimez, il faut les aider, et puis après il va dire ah bah vous les génocidez, il faut qu'on les mette chez nous parce que vous n'êtes pas capable de les gérer. Exactement ce qu'il a fait. Et s'il vient à nos frontières, c'est ce qui va se passer. Alors peut-être pas immédiatement après, mais en 5 ans, en 10 ans. C'est une stratégie de guerre culturelle qui est d'une évidence quand on est dans ces régions. C'est tellement facile d'encourager les disputes chez les gens. Il suffit d'avoir une petite minorité bien payée ou un peu dingue, comme on a en France. Hein, comme on a en France. En France aussi, on a des extrémistes nationalistes un peu farfelus. Eh bien là, on aurait ça. Imaginez qu'on ait un parti pro-Poutine moldave qui se trouve dans le nord de la Roumanie et qui se met à dire nous sommes martyrisés par Bucarest, c'est dégueulasse, Poutine vient à notre secours. Eh bien il dira mais écoutez moi je fais de l'aide humanitaire, je viens aider mes pauvres concitoyens moldaves qui sont sur la sainte terre de la Russie depuis des siècles et qui sont martyrisés par le pouvoir roumain. Et puis donc, et au début, il fera un truc comme il a fait dans le Donbass, et puis petit à petit, voilà. Et donc, il faut l'arrêter loin de nos frontières. Et il ne s'arrêtera que là où on l'arrêtera. Quel est réellement l'avantage pour Vladimir Poutine dans cette guerre? Qu'est-ce que ça va mettre dans sa besace finalement? J'ai beaucoup de mal à répondre à cette question sur le plan géopolitique, parce que pour moi, c'est une erreur. Pour moi, c'est la fin de Poutine. C'est-à-dire, je ne sais pas quand, mais il a fait une erreur, pour moi. Mais je me trompe peut-être. Hein. Par contre, qu'est-ce qu'il gagne? Je pense que depuis 20 ans, Poutine a un projet politique interne pour lequel il a besoin d'exister à l'extérieur. Mais il essaye de remettre en ordre, de manière très autoritaire, l'économie, l'armée et la société russe, à sa manière. Hein, je vous rappelle que Poutine a écrit dans un de ses textes que la fin de l'Union soviétique était une des plus grandes catastrophes du XXe siècle. Voilà, parce qu'il dit, c'est un des plus grands drames, pas catastrophe, drame, en disant, vous vous rendez pas compte, des gens qui croyaient en des choses, et voilà, et puis ils se sont trouvés tout seuls, voilà. C'est des choses qu'il dit, et je pense que son agenda, c'est un agenda interne, pour lequel il a besoin d'exister à l'extérieur. Comment est-ce que le peuple polonais réagit par rapport à ce qui se passe en Ukraine actuellement? Donc la première réponse, c'est que la Pologne réagit avec beaucoup d'enthousiasme, comme toute l'Europe, et de solidarité. Les communautés françaises, que ce soit en Pologne, en Slovaquie, en Hongrie ou en Roumanie, sont au fond. Hein. Vous savez que nous avons des élus locaux parmi les Français à l'étranger, donc on se réunit avec eux une fois par semaine depuis le début de la crise, et ils font un travail extraordinaire. Il y a des sites Facebook pour que les Français disent quand est-ce qu'ils ont des lits. Là, tout à l'heure, je serai à la gare parce qu'il y a des trains qui arrivent de réfugiés. Il y aura une association française qui s'appelle Varsovie Accueil, qui a 150 personnes, qui va prendre 150 personnes et les loger dans des familles françaises. Et ça, c'est répercuté à
Voilà, on est à 700 000 en Pologne et c'est un accueil diffus, quoi. Il n'y a pas de grand camp. C'est un accueil diffus par un village qui va chercher. Ma fille, elle est partie de Cracovie une dizaine de fois pour aller chercher des gens à la frontière et les ramener à Cracovie, d'abord chez elle, ensuite chez moi. Hein. Il y avait une famille dans ma chambre quand je suis rentré cette semaine. Et puis les ramener dans des petits villages où il y a le village qui s'est organisé pour accueillir 10 personnes, etc., etc. Donc ça, c'est extraordinaire. Maintenant, sur ta deuxième question, leur capacité de résistance à bloquer Poutine, il faut passer à la première personne du pluriel, et pas à la troisième personne du pluriel. C'est nous, hein. Ici, je suis chez moi, hein. Et on est tous chez nous ici. Vous aussi, vous êtes chez vous ici, de la même manière que je suis chez moi à Vierzon. Portons un projet d'Union européenne qui est un projet à 24 langues, qui est un projet de citoyenneté dans la diversité, et il faut lui imposer. Il faut lui dire, ici, ça sera comme ça. J'ai écrit, je ne sais pas si je l'ai déjà diffusé, mais j'ai écrit quelque chose qui s'appelle vous êtes, il y a 3 siècles, vous vous êtes adressé à la République des 2 nations, maintenant vous vous adressez à la République des 27 nations. Hein, il faut absolument pas se décharger et dire est-ce que les Polonais vont réussir à l'arrêter. Sinon on est fini. Hein. C'est un problème qui va être un problème qui est déjà aujourd'hui un problème qu'on doit traiter tous ensemble. Et bon, je sais que je suis un peu, je peux paraître un peu vindicatif là-dessus, un peu appelant, mais je représente moi beaucoup de binationaux, ce qu'on appelle binationaux en France, parce que en France on a un modèle qui est un peu particulier, mais il faudrait dire bicitoyen. Voilà, et cette bicitoyenneté, cette multicitoyenneté en Europe, qui fait que moi je vote pour le maire de Cracovie et pour le président de la République française, et je suis député de la nation française, et je le fais je représente la nation française, et je le fais avec beaucoup d'honneur et beaucoup d'enthousiasme, mais voilà, donc c'est nous qui devons nous défendre. C'est nous qui devons nous défendre devant l'agression. Est-ce que tu ressens un changement profond sur l'esprit européen, en fait, sur la volonté d'avoir une Europe politique, sur le fait que toute l'Europe, là, parle d'une seule voix? Ou est-ce que c'est plus une unité de façade? Alors ça a été évidemment cristallisé par la guerre. Par contre, moi je vois une espèce de continuité, et quand on fera de l'histoire pendant 100 ans, je pense que ça sera un instant, qui va du discours de la Sorbonne du président de la République au discours de Scholz. Voilà, en passant par Meseberg, le 18 mai, l'accord sur la dette commune face à la pandémie, qui va à l'accord de coalition. Hein, je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu l'accord de coalition de la majorité allemande, de la nouvelle majorité du Bundestag allemand. C'est un discours extrêmement européen, c'est une réponse à Macron, c'est une réponse au discours de la Sorbonne. Et puis le discours de Scholz, qui vient dire, bon, maintenant, on arrête de faire joujou, quoi. C'est une révolution culturelle. Alors, je ne crois pas que c'est de façade, parce que pour moi, je le vois arriver de loin, accéléré, cristallisé par la crise et par la guerre, mais je le vois arriver dans une évolution de loin. Quand je fais des échanges citoyens en Allemagne, il y a de plus en plus de jeunes Allemands qui disent « mais nous ne pouvons pas continuer à être les rois du monde de l'export, à faire de l'économie, à importer du gaz russe, à exporter en Chine, et à dire « mais non, les affaires du monde, nous on s'en occupe pas parce qu'on a été nazis ». On peut plus. C'est plus possible, il faut qu'on prenne nos responsabilités. Et cette évolution, je la sens venir, elle dure depuis 6 ou 7 ans. Et c'est une lame de fond en Allemagne. Donc ça, c'est arrivé à l'occasion de cette crise, mais c'est pour ça que je pense que ce qui se passe en ce moment, cette unité, est plutôt l'éclosion de quelque chose qui est arrivé, et qui a éclos à cause de la guerre, mais qui était quelque chose de profond, et c'est pour ça que je pense que ça sera solide. Mais ça sera exigeant, hein. Et la demande d'intégrer l'Ukraine dans l'Union européenne de façon express, qu'est-ce que tu en penses? On peut pas être contre. Mais bon, d'abord, sur le plan administratif, ça tient pas la route. Puis bon, il faut pas oublier les Balkans. Hein. Voilà, si on le fait pour l'Ukraine, il faut le faire aussi pour les Balkans. Et puis il faut arrêter la Turquie. Enfin, ce qui me manque, là, je parle en tant que secrétaire général adjoint du Parti démocrate européen, je pense que l'erreur de l'Europe, ça a été de se tromper sur sa politique de voisinage. C'est une politique de pré-adhésion. Hein.
C'est-à-dire, oh là là, la Géorgie veut adhérer, oui, c'est compliqué quand même. Alors que moi, je dis qu'il faut avoir une politique de voisinage. Mais une politique de voisinage qui dit, vous serez toujours des voisins. Je suis un voisin, je lui rends service, il me rend service, nous nous associons parce qu'il faut refaire le trottoir, ok. Mais il est chez lui, je suis chez moi. Parce qu'il y a des choses qui se passent pas. Nous, on est démocrates, donc on ne fait pas semblant. Si on donne les clés du camion à un peuple frère, on lui donne les clés du camion. Je ne sais pas si c'est vraiment ça qu'on veut, quoi. Est-ce que pour toi, les sanctions européennes, internationales, aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose qu'on aurait pu imaginer à ce point-là? Et finalement, qu'est-ce que tu penses du poids de ces sanctions? Quelles vont être les conséquences? Est-ce que ça risque d'être plus lourd sur les Ukrainiens, du coup, comme une forme de vengeance? Est-ce que ça peut être une forme de dissuasion pour la Mmh. Russie, pour rechercher Alors, peut-être des compromis, voilà, des voies de sortie? Comment tu ressens un peu cette question du... alors, il y a des gens qui disent que les sanctions ne sont pas efficaces, c'est des joujoux, etc. Je suis pas du tout d'accord, hein. Les sanctions ont cassé Loukachenko. Il est toujours là, mais il est plus Loukachenko. Parce que je vous rappelle que Loukachenko, donc au Bélarus, hein, le président du Bélarus, celui qui a été élu frauduleusement en 2020, Loukachenko depuis 20 ans est un dictateur, mais un dictateur qui était élu auprès de son peuple en disant je ne signerai pas l'accord avec les Russes. Il a été systématiquement élu sur un programme pas anti-russe, mais d'indépendance de la Russie. Et aujourd'hui, il dirige plus son pays. Aujourd'hui, il y a l'armée russe qui tire de son sol sur l'Ukraine. Et quand vous Oui, dites à un Bélarus que, à partir de son sol, on envoie des roquettes sur l'Ukraine, c'est inimaginable pour eux. Voilà. D'ailleurs, il n'y avait pas de gouvernement en exil, hein. Tikhanovskaya n'avait pas fait de gouvernement en exil parce qu'elle disait moi, je ne revendique pas le gouvernement, je revendique qu'on refasse les élections. Et maintenant, ils ont changé depuis une semaine, ils ont créé un gouvernement en exil parce qu'ils disent notre pays n'existe plus. C'est Poutine qui dirige. Donc Loukachenko a été aplati par les sanctions parce qu'il était tellement écrasé par les sanctions qu'il a été obligé de chercher Poutine. Les sanctions qu'on a prises contre l'Union, contre la Fédération de la Russie sont extrêmement dures et elles font mal. Comme on est en guerre de culture, en guerre culturelle et en guerre de l'information, il y a quand même un petit risque que la dureté de la guerre, les morts, quelque part, dans une partie de la population russe, ou même peut-être dans une partie de la population ukrainienne, soit mis à notre débit à nous. Hein, c'est peut-être en disant, mais oui, mais vous auriez dû faire autrement et on ne serait pas mort. Donc il faut être prudent. Mais par contre, les sanctions sont une arme, une vraie arme. Hein. Il y a quand même des gens qui commencent à s'affoler. Je veux dire, vous savez, il y a des, il y a des Russes qui se sont fait coincer en Europe, qui n'ont plus d'argent, qui ne peuvent plus aller à l'hôtel, il n'y a plus d'avion, il n'y a plus rien, quoi. Ils sont à la rue. Voilà. Alors que c'était plutôt des gens riches, quoi. Ils sont à la rue du jour au lendemain, quoi. Du jour où tout a fermé. Parce que quand même, entraîner la Suisse la Suisse dans les sanctions, c'est quand même rare. Alors j'ai dit que ça serait bien que tous les citoyens français lisent le discours de Poutine, reviennent sur l'histoire de qu'est-ce que c'est que cette République de deux nations et connaissent mieux ce flanc Est, parce que c'est chez nous. C'est chez nous, on doit connaître ça. Et la deuxième chose, je crois qu'il faut être très précis aussi, en tant que citoyen éclairé, un réfugié, c'est pas un migrant. Voilà. Il faut être extrêmement précis là-dessus, parce que sinon on n'en sortira jamais. On n'en sortira jamais. Un réfugié, c'est un réfugié, c'est la convention, c'est une convention de Genève, c'est clair. Voilà. Et un migrant, c'est autre chose. Un réfugié, c'est quelqu'un qui, s'il vient pas chez moi, il meurt. Quelqu'un qui est en oui, danger de mort. Voilà. Donc ça, c'est quand même, et là, je suis obligé de le prendre. Donc ça ne se discute pas. Après, qu'est-ce que j'en fais? Comment je l'accueille? J'ai parlé tout à l'heure de choses que j'ai commencé à essayer de faire sur l'apprentissage du français immédiatement derrière la frontière, quand on donne le lit, quand on donne le couvert, quand on donne le toit, et ben de dire tant qu'à faire, au lieu de tourner en rond dans votre chambre d'hôtel, vous allez apprendre le français, même si c'est qu'une semaine ou 15 jours. Ça, c'est des choses qui marquent peut-être une manière de travailler le sujet des réfugiés un peu différente. Voilà. Et j'ai toujours pensé, moi, que le problème des réfugiés était un problème qui devait être traité
par la commission des affaires étrangères et pas par la commission et pas par le le ministère de l'Intérieur. C'est évident. Les réfugiés, c'est respecter un accord international. Donc, c'est des affaires étrangères et ça permettrait d'être beaucoup plus efficace sur un certain nombre de choses, de préparer les retours, comment on le fait, etc. Voilà, mais effectivement, je veux dire, moi, je suis pour ceux qui disent qu'on a que c'est notre, c'est même plus que notre devoir, c'est notre essence, c'est notre essence. C'est-à-dire qui peut imposer à un frère d'aller mourir au lieu de venir chez lui. Enfin, c'est comme ça qu'il faut s'exprimer. Alors, Après, comment on le gère, comment on le travaille, comment on l'organise, on va s'en occuper. comment est-ce que des pays comme l'Europe, par exemple, qui va avoir un maximum de réfugiés ces jours-ci, peut s'organiser? Parce que ça demande quand même il faut du financement pour faire tout ça. D'abord, quelque chose qu'on voit pas très bien en France, c'est que en France, nous avons une démographie intéressante. Par contre, on est en train de refaire à notre échelle européenne les erreurs qu'on a fait dans l'exode rural dans nos pays respectifs. Aujourd'hui, il y a des déserts en Europe. Si dans 10 ans, dans 15 ans, on a 65% de la population européenne qui habite entre Bordeaux et Berlin, eh bien nous aurons failli. Nous aurons failli. Donc, cette idée, voilà, je vous assure qu'il y a encore des fermes il y a des fermes à prendre, il y a des industries à prendre, il y a du commerce à faire en Roumanie, et on manque de bras. L'Europe manque de bras et on devrait avoir une politique. Alors, on n'a pas de politique de répartition. Ce qu'on appelle en France, ce que nos voisins ne comprennent pas, l'aménagement du territoire. On devrait le vivre à l'échelle de l'Europe et en termes également démographiques. Et dans ces cas-là, bon, 1 million de personnes dans un groupe qui vient rejoindre 500 millions de personnes, on est 500 millions en Europe. Bon, voilà. Si c'est bien travaillé, si on le fait de manière à peu près organisée, on devrait être capable. Effectivement, et ce sont des choses qu'on n'entend pas assez souvent, mais je peux en témoigner. Je sais que dans beaucoup d'entreprises, par exemple de ma région ou dans l'agriculture, etc., ce sont beaucoup de réfugiés qui ont été régularisés, qui travaillent. Donc, et on a besoin d'eux. Juste dire une chose, c'est que partout en France, mais aussi dans les autres pays, donc des citoyens, des collectivités, des associations s'organisent pour aider les Ukrainiens. Justement, à ce sujet-là, nous venons samedi dernier, on a fini d'organiser la coordination de la société civile dans le cadre de l'ambassade, mais les choses qui ne peuvent pas passer par l'ambassade parce que l'ambassade a plein de boulot. Et donc, il y a un numéro, si je peux le mettre dans le chat ou si je vous le donne. Enfin, vous faites Team for Ukraine, voilà, c'est solide. Il y a un numéro, vous pouvez joindre si vous avez des palettes de médicaments qui ont été collectés, que vous ne savez pas comment envoyer, si vous avez des appartements pour accueillir des Ukrainiens qui sont quelque part coincés, vous appelez cette organisation, qui est une organisation que j'ai un petit peu initiée, de façon à ce que donc c'est des chefs d'entreprise, c'est la communauté française en Pologne qui s'est organisée, de façon à se partager le travail et à faire ce travail qui doit être fait par la société civile et pas par l'ambassade, évidemment en coordination, mais ce qui permet d'alléger l'ambassade. À ceux qui nous écoutent et qui ont besoin de renseignements, vous pouvez vous adresser à vos mairies, à vos préfectures d'associations. Et si vraiment vous ne savez plus où vous adresser, adressez-vous à nous, à moi. Il n'y a pas de souci, je ferai le lien. Donc, en solidarité pour l'Ukraine, il n'y a aucun souci, vous pouvez y aller, vous pouvez nous contacter et nous débrouillerons pour vous rediriger. Voilà. Un grand merci à toi, Frédéric, pour ce temps consacré à débattre un petit peu de cette situation en Ukraine, d'avoir bien voulu répondre à mes questions.